Écluse. Prenez place. Alors sachez qu'il y a une enquête de satisfaction qui va tomber sur vos boîtes aux lettres concernant le déroulement de cette journée. Une enquête à laquelle vous pourrez répondre et vous pourrez également la retrouver sur le site de la conférence des CLI. Merci à tous les deux d'être là. Les enjeux territoriaux de la gestion de crise et du post-accident. On va commencer avec vous, Monsieur Spotz. Vous êtes de la CLI de Cattenom, la CLI qui est transfrontalière avec le Luxembourg. Vous avez mis en place un livre blanc et vous faites des formations spécifiques post-accident avec des entreprises franco-luxembourgeoises. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, juste pour rappel, la CLI de Cattenom, c'est une CLI transfrontalière. Ça veut dire c'est près de la frontière du Luxembourg, mais aussi de l'Allemagne et de la Belgique. Donc, dans la CLI, il y a des représentants de la France, Luxembourg, Allemagne et Belgique. Et déjà depuis plusieurs années. Et donc, c'est normal aussi qu'on en discute des enjeux territoriaux qui sont un peu spéciaux vis-à-vis d'autres CLI. Mais on a, sous l'initiative de l'ANCLI, on a aussi tous les 2 ans, on a des réunions des CLI transfrontalières. Par exemple, Gravelines est une CLI transfrontalière. Il y avait Fessenheim, il y a Bugey, il y a Chaux qui a été mentionné avant. Donc il y a d'autres commissions locales d'information où il y a des représentants aussi des pays voisins ou frontaliers. Et donc, suite aux réunions qui ont lieu avec les représentants des CLI transfrontalières, donc c'est l'ANCLI qui a publié en 2020 le livre blanc transfrontalier sur le post-accident. Suite à cette première démarche, donc la CLI de Cattenom, on a entrepris une autre initiative et c'était en 2022. Donc on a organisé 2 réunions de travail. La première c'était le 22 mars 2022 pour identifier des enjeux spécifiques au territoire. Et donc là il y avait 25 participants. Qui n'étaient pas tous des membres de la CLI, mais qui venaient de différents horizons, donc milieu agricole, sanitaire, sécuritaire, éducatif, économique, etc. Et là, on a identifié certains thèmes. Et le 10 octobre 2022, on avait une deuxième réunion avec des ateliers où on a discuté sur 6 thèmes spécifiques qu'on avait identifiés la réunion avant. Et donc les thèmes identifiés, c'était premièrement le rôle des élus locaux en situation post-accidentelle. Deuxièmement, la gestion des conséquences des politiques d'évacuation. Troisièmement, les conditions de travail des travailleurs frontaliers. Quatrièmement, la gestion des activités agricoles en situation post-accidentelle, la gestion de l'information des acteurs du territoire et sixièmement, les conséquences pour les activités économiques. Il y a différentes pistes de réflexion qui sont issues de ces travaux. Et donc, on était d'avis qu'il y a une nécessité de préparer la gestion de l'information des acteurs du territoire. Premièrement, il faut avoir une transmission des informations. Il faudrait créer ou renforcer un réseau de contacts locaux et on doit avoir des outils d'une information transparente et claire. Il y aura aussi, dans le post-accidentel, il y aura un rôle prépondérant des élus locaux. Donc pour ça, pour y arriver, il faut avoir des formations spécifiques pour les élus. Il faut avoir des protocoles de coordination
entre différents niveaux administratifs. Il faut avoir une coopération transfrontalière entre les élus, donc ça c'est quelque chose qui serait très important. Mais aussi, on a besoin d'un soutien aux initiatives locales pour organiser un retour à une vie digne après un accident nucléaire. Un point qu'on a particulièrement discuté aussi, c'est d'anticiper les conséquences pour les activités économiques. Donc là, on a conclu qu'il serait bien d'avoir un comité d'information multi-acteurs du monde économique, éventuellement comme c'était ou comme c'est le cas à Fukushima, après l'accident de Fukushima au Japon, d'avoir aussi des labels certifiés pour une traçabilité des produits issus du territoire affecté et dans une situation post-accidentelle comme c'est le cas au Japon, à Fukushima, il y a aussi des visites d'installation ou de dégustation qui sont organisées pour faire la promotion des produits qui sont plus contaminés, qui viennent de ces territoires. On a organisé avec la CLI CANOM une formation spécifique sur le risque nucléaire auprès d'une entreprise qui est implantée au Luxembourg et en France. Cette formation a eu lieu au mois d'octobre de cette année et c'était organisé ensemble avec l'IRMA, donc l'Institut des risques majeurs. Et là, normalement, donc c'est une entreprise qui s'appelle Costantini et qui travaille dans le domaine de construction, donc qui est implantée au Luxembourg, mais aussi en France. Donc, en cas d'un accident à Cattenom, ce seraient les deux territoires qui seraient affectés. Voilà, il y a... Bon, on va écouter la vidéo, c'est ça ? Oui, il y a un témoignage de responsable. Costantini est une entreprise de BTP qui est donc présente sur la France et sur le Luxembourg pour les activités de construction, génie civil et travaux publics, la démolition, le désamiantage et l'électricité. L'une des particularités, c'est qu'on a donc nos sièges sociaux qui sont basés sur Niederkorn au Luxembourg et sur Thionville, côté français. Au-delà de tout ça, on a donc des chantiers qui sont amenés à bouger et ça, c'est sur un périmètre assez large, c'est-à-dire qu'on est présent sur le Grand Est de Paris jusque Thionville, Nancy et sur l'entièreté du Luxembourg. Donc l'une des particularités par rapport au risque nucléaire, c'est de trouver finalement les bonnes méthodes à appliquer en fonction du périmètre géographique par rapport aux centrales nucléaires. Le risque pour une entreprise franco-luxembourgeoise, c'est d'avoir des difficultés à trouver et à harmoniser les actions par rapport au risque nucléaire, de par la diversité des interlocuteurs sur les deux pays. Au sujet de l'iode, la première des choses, c'est déjà de trouver une solution pour récupérer les comprimés d'iode, que ce soit en France ou au Luxembourg, et ensuite de trouver une solution pour les distribuer aux chantiers qui sont les plus proches de la frontière. Alors on se posait des questions sur notre plan d'urgence interne et du coup on a contacté la CLI de Cattenom qui nous a donc aidé pour trouver des solutions là-dessus et trouver notamment des comprimés d'iode. Et puis quelques années plus tard, ils nous ont rappelé pour nous proposer une formation sur la gestion du risque nucléaire. La formation sur la gestion du risque nucléaire nous aura permis de casser certaines croyances justement sur tout ce qui était lié au risque nucléaire. Donc ça c'est déjà la principale des choses et ça va nous permettre d'étoffer notre plan d'urgence interne, de mettre en place des solutions un petit peu plus concrètes mais légères finalement et surtout de rassurer le personnel qui serait amené à travailler à proximité de la centrale. Alors après le témoignage de l'entreprise Costantini, quelles sont les perspectives que vous voyez ?
Je crois que ça, c'est une première formation qui a été faite. Il y avait pas mal d'intérêt des personnes qui étaient là. Et il faut dire, il y a pas seulement l'entreprise Costantini qui est présente sur Luxembourg et la France, ou l'Allemagne et la France. Donc il y a d'autres entreprises et c'est sûrement une initiative qu'on va poursuivre dans les années à venir. Hein, voilà. Et les perspectives un peu, c'est d'avoir aussi une instance transfrontalière multi-acteurs avec des rencontres régulières. Ça veut dire que ça ne doit pas être un one-shot. Il faut avoir une préparation des élus face à la survenance d'une crise nucléaire. Aussi, il y a les élus de l'un côté de la frontière et de l'autre qui doivent communiquer, qui doivent travailler ensemble. Et il faudrait avoir une cellule d'information transfrontalière sur les risques nucléaires et sur les conséquences d'un accident. Et on va voir une deuxième vidéo. Voilà la formation qui est importante aussi pour la société civile, pour les travailleurs aussi. On va voir un deuxième témoignage de différents acteurs qui ont participé à cette formation. La formation était intéressante. Il vaut mieux être préparé à quelque chose qui n'arrive jamais que de se dire mince, j'aurais peut-être dû m'enseigner avant. C'est pour ça que j'ai préféré, même si nous on est un petit peu loin géographiquement des sources d'ennui potentiel, j'ai préféré y assister afin d'être préparé et au courant. Et j'ai retenu, comme toutes les réunions de prévention, on a certainement beaucoup à gagner à consacrer un petit peu de temps avant que les choses se passent. Et j'ai regretté de ne pas avoir tous ces contacts du temps où je dirigeais une autre entreprise, beaucoup plus grande, elle, et qui était juste à côté du centre nucléaire de Cattenom. Et là, j'avais pas trouvé en fait les ressources pour finaliser en fait le travail qu'on avait fait avec le CSE. Donc je suis très content d'avoir participé à cette formation. J'ai beaucoup aimé cette formation. Le message à faire passer auprès des compagnons, c'est de raison garder. Avant qu'il y ait un gros problème, on aura tout le temps de se mettre à l'abri. Une formation très intéressante, ma foi un peu court, toujours trop court, en tant que pays frontalier, la France, le Luxembourg, avec une présentation française. Il y a encore toujours des disparités, malgré le fait que nous soyons tous des pays européens. Prêts à affronter le risque nucléaire, on verra au fur et à mesure, mais en tout cas, les pistes qui nous ont déjà été données lors de cette formation vont nous permettre de déjà bien appréhender ce risque. Merci Monsieur Spotz pour votre présentation. On va tout de suite aller voir si cette démarche a inspiré notre facilitateur graphique. Où en est Frédéric Dubailleul? Voilà la CLI de Cattenom, France-Luxembourg. Soyons préparés à ce qui n'arrive jamais. On va s'intéresser maintenant à une autre démarche inspirante, celle de Jean-Marie Lécluse, qui est responsable du secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels de l'Artois. Alors, votre initiative, à vous, c'est d'avoir créé et mis en place dans l'Artois, donc dans la région d'Arras, de Béthune et de Lens, de quoi prévenir pollution et risques industriels. Donc, c'est une application, c'est ça ? C'est ça. Je ne sais pas s'il marche bien. Vous m'entendez ou pas ? Oui. C'est mieux, là c'est mieux. Là. On a plus de voix, je crierai moins fort dans le micro. Oui, effectivement. Donc peut-être 2-3 mots sur les 3 pays avant de démarrer, on va dire, l'exposé sur l'application phare. Alors, on est cousins en fait avec les CLI, puisque les S3 pays, je ne sais pas si des CLI et des S3 pays qui est né en premier, mais en fait on a à peu près les mêmes missions. Nous avons une mission, nous avons dans nos bureaux des collectivités territoriales, des industriels, l'État et des associations de protection de l'environnement. Notre rôle, notre ADN, c'est de compenser le caractère, ou même de limiter, ou même de réduire ou d'annuler le côté serial killer de l'homme sur l'environnement, voire sur lui-même. On agit autour de 4 piliers: la prévention des risques, la prévention des pollutions, l'accompagnement des projets structurants tels que les gigafactories dans les Hauts-de-France, ou l'accompagnement de la transition écologique à travers notamment l'économie circulaire et on va dire la transition énergétique. Alors, dans le domaine des risques technologiques, qui est notre mission historique, on a
on fait ce qu'on appelle, et vous n'êtes pas sans savoir, des campagnes d'information régulières. On mutualise en quelque sorte les travaux des sites Céveso. L'obligation des sites Céveso à devoir communiquer dans les rayons PPI, donc d'apporter un certain nombre de documents et d'informations de population. Donc on a mutualisé ça, et c'est les S3 pays qui gèrent pour le compte des industriels Céveso cette communication. Et en fait, on est parti sur la base de... alors là, je sais pas. Allez, encore une fois, voilà. Non, là je suis parti, je sais pas où. Non, mais on va faire l'application en direct peut-être. Ah ben non, mais parce que j'avais un exposé, mais c'est pas grave. Écoutez, on est parti de plusieurs constats. C'est notamment d'une efficacité relative des campagnes de communication et d'information du public qui ont lieu tous les 5 ans. C'est du papier et c'est parfois oublié, les gens bougent. On ne touche pas les entreprises dans les PPI, on ne touche pas les marchés, etc., etc. On ne touche pas forcément bien les écoles. Donc ça, c'est le premier point. On en parlait ce matin et ça a été évoqué à plusieurs reprises dans tous les travaux de cette journée, c'est qu'en fin de compte, on a tendance à discuter entre nous, on va dire entre initiés, donc on a l'impression de faire notre travail, on est dans les CSS, etc., mais on parle toujours entre nous et on n'arrive pas à toucher la population, l'acteur, on va dire, qui est pourtant directement concerné, le riverain, et ça on en a fait un constat, également on a un souci parfois sur un certain nombre de phénomènes dangereux qui ont une réactivité rapide. Donc, et là, on a constaté qu'on n'avait pas forcément des bons outils pour réagir et pour informer rapidement. Et donc, tout ça, ça a été confirmé à travers le travail qui a été fait par Fred Courant, sur la gestion de crise après l'événement du Lubrizol. Et donc, nous, on s'est dit, avec un certain nombre d'industries Céveso du territoire, avec l'Adrial, avec les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement et le S3 pays, on s'est dit on pouvait peut-être imaginer quelque chose d'autre, et notamment on a changé un peu le paradigme, en quelque sorte, on s'est dit on peut peut-être apporter l'information directement dans la poche du riverain, plutôt que le riverain soit obligé d'aller chercher sur Internet, à travers la forêt et la toile, un certain nombre d'informations. Pourquoi pas lui amener dans sa poche un certain nombre d'informations, et c'est là qu'est né l'outil phare que nous avons présenté avec Jérôme, qui est à la régie là-bas, et qui va lancer cette application en espérant que ça marche. Voilà. Alors l'application phare, vous verrez tout à l'heure comment y aller. Phare comme F-A-R. Voilà, phare, c'est pour apporter un peu de lumière dans le domaine des risques technologiques, et peut-être plus demain. Bon, face au risque. Face au risque. Voilà, c'est l'application Face au risque. Elle est téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Play. Et donc, en fait, donc les 15 industriels de Céveso du secteur de l'Artois ont joué le jeu, et aujourd'hui vous pouvez suivre chacun des 15 industriels de l'Artois d'une certaine manière. Et donc là, on va dans un menu sélectionner l'industriel. Jérôme, voilà, donc tu vas sélectionner un industriel qui, par exemple, peut-être, alors là, justement, le riverain qui souhaite sélectionner l'industriel correspondant a, on va dire, une proposition qui correspond à l'industriel le plus proche de chez lui jusqu'au plus éloigné. Donc là, on voit, par exemple, le plus proche de chez nous, c'est Primagaz à, je sais plus combien, 160 km, voilà. Et donc, il sélectionne un industriel. Là, pour l'exercice, on va sélectionner Croda, voilà, ou Ineos, par exemple, Ineos Styrolution. Donc voilà. Donc le riverain, donc qui connaît Ineos Styrolution, qui est un site Céveso à côté de chez lui, donc peut suivre, on va dire, bon là Croda, donc il a changé, Jérôme, ok. Donc on suit donc il suit Croda, et donc là il y a différents types d'informations qui sont à ses dispositions. Il y a notamment des informations à caractère pérenne. Et là on voit donc notamment l'onglet présentation, dans lequel on va venir y déposer régulièrement des informations à caractère pérenne, tout type de lien. L'industriel peut décider de mettre un lien sur son site internet ou autre pour pouvoir finalement guider le riverain vers des informations précises et qu'il a ailleurs. Mais là, on y a mis la présentation du site Croda. Jérôme clique, voilà. Donc là, on voit donc une présentation du site Croda. Le riverain peut connaître. Donc envoyé par l'entreprise, ça. C'est envoyé par l'entreprise. C'est l'entreprise qui finalement dépose ses documents. Vous verrez aussi, on a aussi la main, nous en tant qu'S3 pays, on peut aussi déposer un certain nombre de documents. On a joué à la fois le côté girondin, donc avec l'exploitant qui diffuse l'information à ce niveau, mais on a une grappe où nous, S3 pays, on peut communiquer avec l'ensemble des gens et des utilisateurs d'applications. Donc on a 2 niveaux, et même on a imaginé dans l'application des niveaux plus supérieurs, donc régionaux et voire même nationaux. On a imaginé tout ça dans l'application. Donc voilà, donc on a des publications de tout type.
On va sortir de là. On a les comités de suivi, etc. Donc on voit qu'on a une communication interne ou externe privée. Là, tu vas tape sur la communication, par exemple, interne privée. Donc là, l'exploitant peut communiquer avec son personnel des informations un peu à caractère spécifique qu'il a souhaité déposer. Et donc, le personnel y va par un code, on va dire, spécifique. Je tiens à dire aussi que l'application permet d'imaginer d'autres dossiers. L'exploitant, donc dans le back-office, comme on dit dans le jargon informatique, on peut rajouter des fonctionnalités. Et donc là, on a mis 6 dossiers, mais on en a d'autres. On imagine les dossiers qu'on veut, en quelque sorte. Et l'application est assez souple pour imaginer d'autres types de dossiers que cela. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la culture du risque, alors? Alors, dans la culture du risque, bon, on y va, Christophe, je vois que vous êtes intéressé par l'application. Bon, dans la culture de risque, on y a mis, par exemple, ce qu'était la FPCNT, qui est une structure récente, on va dire, en matière de risque technologique. Et donc là, on voit ce que fait la FPCNT, on va dire, dans le détail. Voilà, le riverain peut venir s'intéresser à cette affaire-là. Donc, on va aller en arrière. Je vais peut-être vous montrer dans les bons réflexes. Là, on a une rubrique bons réflexes, dans lesquels, finalement, on a mis les sons des sirènes PPI, par exemple. Donc là, on va aller écouter ensemble le son de la sirène PPI, si ça marche. Pas de chance. On n'a que de l'image, on n'a pas le son. On n'a que l'image, on n'a pas le son. Bon, voilà, on va en arrière. Donc, normalement, vous écoutez la sirène PPI. On voit qu'on y a mis les consignes, en cas d'accident dans les bons réflexes. Jérôme, t'étais un peu vite. Voilà. Donc les consignes en cas d'accident. Donc voilà. Mais encore une fois, on n'est pas limité par le nombre d'informations qu'on souhaite y mettre. Donc on y a mis pour l'instant ces informations-là, mais on peut les rajouter. Et là, c'est plutôt nous, S3PI, qui les déposons ces informations, on va dire, donc de manière pérenne. Alors, on va en arrière. Donc la deuxième couche d'information et de dialogue qu'on a avec les riverains est une couche d'actualité. Nous avons un fil d'actualité. Et donc là, on voit par exemple que cet industriel, ce matin, a fait donc une communication à la population riveraine d'un exercice POI, on va dire, qu'il a déclenché ce matin. Vous voyez, donc je découvre avec vous. Donc mardi 28/11, voilà, donc à la Saint-Jacques, je pense, de Majeur. Donc il a donc fait un petit exercice et donc il l'a mis dans l'application. Il a communiqué aux gens qui ont eu l'information de diffuser finalement donc aux riverains donc concernés. Alors pourquoi informer sur les exercices POI par exemple? C'est pour, on va dire, que la population ne s'étonne pas de voir des véhicules de pompiers circuler autour d'un site industriel, et donc ça permet d'instaurer une forme de dialogue. Il y avait aussi, il y a quelques jours ou hier, donc une information d'une collaboration de l'exploitant dans le domaine d'une opération de réduction des déchets avec finalement la communauté d'agglo, on va dire, du secteur. Voilà, donc ça montre que finalement il y a des notifications et on peut pousser l'information. Alors ça, c'est de l'information, on va dire, plutôt à froid. Et donc, on peut aussi avoir un jeu de notification, on va dire un peu spécifique. On reçoit une notification qui a une information un peu sérieuse qui a été déposée, et les gens peuvent aller voir la notification sur les sites correspondants qu'ils suivent. Donc ensuite, nous avons également, parce qu'on en a parlé tout à l'heure aussi, de la nécessité d'avoir des dialogues, on va dire, entre les riverains et les industriels. Nous avons prévu un module qui s'appelle le module Contactez-nous. Jérôme, tu peux y aller, tac. Alors là, chez Croda, donc le Contactez-nous, on l'a limité, on va dire, on a géolocalisé le Contactez-nous à une zone, on va dire, géographique à côté du site. Les gens de Marseille ne connaissent pas Croda et donc n'ont pas à venir, je dirais, déposer des demandes particulières ou des demandes d'information. Donc on a géolocalisé les discussions entre l'exploitant et, on va dire, les riverains. Et là donc pour l'exercice, on va dire, et pour la présentation, on va aller, on va dire, sur Monde Industriel, qui est un industriel fictif pour la démonstration, on va dire, de l'exercice. Là, on va aller dans le Contactez-nous. Et là, on a prévu dans le logiciel pour l'instant, mais on peut imaginer d'autres types de questionnements. On n'est pas limité. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, on a fait quelque chose d'assez, on va dire, d'assez modelable. Et donc là, on voit par exemple que le riverain peut signaler quelque chose, peut signaler, on va dire, un dégagement de fumée, voilà, donc ou autre problématique. Donc il continue donc dans le déroulement. Donc il tape son texte en disant voilà, ici à Paris, donc je sais pas, test, on va dire, conférence des CLI, voilà. Donc il continue donc l'information.
Donc il met éventuellement une photo, une illustration de cette belle salle, par exemple. Hein, voilà, donc il apprend en direct. Donc la salle est, donc voilà, il prend l'information. Voilà, donc il met ça, donc il continue, il se géolocalise. Ben, nous sommes pas loin de la Tour Eiffel, hein, qui est très belle d'ailleurs, bien ensoleillée. Donc il est bien géolocalisé. Et donc là, il s'appelle Herbo, celui qui fait le signalement, Jérôme, son adresse internet. Et donc là, il continue. Et là, il a un récapitulatif de son signalement qu'il peut envoyer, on va dire, directement au QHSE du site correspondant à mon industriel, c'est-à-dire à moi. Et je dirais, Jérôme, tu as bien travaillé aujourd'hui. Voilà, tu as bien travaillé à la conférence des CLI. Voilà, donc ça, c'est le deuxième niveau, enfin, c'est un niveau B2B qui permet, on va dire, des dialogues avec finalement les riverains d'une zone donnée qui s'intéressent finalement, on va dire, au risque. Ça, c'est le troisième niveau d'information, information pérenne, mode d'information pérenne, mode d'information, on va dire, par notification, et mode, on va dire, d'échange et de dialogue. Nous avons également un autre module que nous développons, qui est un module plutôt alerte. Donc on est capable, dans cette application, de pouvoir gérer, nous allons le faire avec nos industriels, de gérer, on va dire, les listes d'astreintes, les listes d'informations auprès des acteurs, on va dire, importants dans le domaine finalement de déclenchement des plans d'opération interne, des plans d'urgence interne éventuellement. On est capable d'aller leur déposer rapidement, sur 3 ou 4 moyens, on va dire, des informations, et ils s'acquittent en quelque sorte de la réception d'informations, d'une information, on va dire, sérieuse en matière de risque, et on est même capable de pousser une information vers les particuliers au cas où il y aurait la signalétique d'un événement très important et très rapide. Parce qu'on sait très bien que parfois, il faut une certaine dynamique, finalement, pour mettre en place notamment le dispositif FR Alert, dont nous parlons d'ailleurs dans l'application. Donc, il peut être intéressant pour l'exploitant, et d'ailleurs, c'est prévu dans les PPI, de faire en sorte que l'exploitant lui-même dise, attention, c'est chaud, il y a un risque imminent, donc protégez-vous. Donc voilà. Ça, c'est également un module que nous commençons à travailler, on va dire, avec nos industriels Céveso. J'en ai terminé. J'espère que ça n'a pas été trop long et pas trop éclair. Alors, il y a forcément une question complémentaire. Comment est-ce que les CLI pourraient s'approprier votre application? Alors, comme je l'ai dit, c'est une application qui est très modulable. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on a imaginé un contenu. On a imaginé un contenant, pas un contenu. Donc, le contenant, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. La boîte à outils, elle existe. Alors, il faudrait y réfléchir, comment on l'adapte, etc. Il faudrait qu'on y travaille. Mais le moteur est là. Le moteur est là, et donc on peut y travailler. Pour ne rien vous cacher, nous sommes en contact aujourd'hui avec le CIMSEA et le CIMSAGEL à travers les événements importants d'inondation qui sont produits dans les Hauts-de-France, et ils sont intéressés par notre application pour regarder comment articuler et comment mieux prévenir, comment on pourrait travailler pour mieux sensibiliser. À travers cette application. Voilà. Merci beaucoup. On va tout de suite, juste avant de prendre les questions, on va jeter un œil sur le regard de notre facilitateur graphique, si vous voulez bien. Phare, un peu de lumière, une application, les campagnes de communication sont-elles efficaces? Toucher les acteurs, l'information rapidement, l'information dans la poche, les bons réflexes, dialogue et signalement. Très bien. Alors, il y a une question par ici, et puis on vient vers vous juste après. Oui, Jean-Marc Berthaud à nouveau. Vous m'entendez? Oui, ça va. Très bien. Félicitations pour cette appli qui paraît extrêmement efficace, qui en plus a, je pense, cet avantage de pouvoir être transposable à finalement n'importe quel risque et n'importe quel site industriel, qu'il soit nucléaire, avec un risque nucléaire, technologique ou quelconque. Par contre, je me pose toujours la même question. C'est une appli que vous devez télécharger sur votre téléphone. Donc la première condition, c'est de connaître son existence, et la deuxième condition, c'est d'être suffisamment intéressé pour aller la télécharger et ensuite s'en servir. Du coup, ma question est la suivante. Quelle est votre stratégie pour faire connaître cette application et pour développer son utilisation dans votre territoire? Alors, tout à fait. Alors, voilà, c'est pas parce qu'on a la plus belle, on va dire, voiture du monde qu'on sait la conduire. Hein, on est d'accord. Donc, il faut apprendre à conduire cette voiture. Et donc, nous avons développé, on va dire, à travers notamment les journées de la résilience, non pas une seule opération, mais des opérations continues d'information. Nous allons dans les écoles
nous faisons des portes ouvertes. Nous allons faire une porte ouverte lundi prochain, ou le 11 décembre. Donc, avec les sites Céveso, pour faire connaître cette application, nous allons dans les mairies. Nous avons adossé, on va dire, des QR codes et un certain nombre de dynamiques. Nous allons dans les marchés, n'est-ce pas, Katia, Donc Katia est à la promotion de phare. Donc il y a bien un travail important de la part du S3PI de l'Artois pour faire connaître cette application. Sinon, vous avez raison, elle meurt, on va dire, dans les mois et les semaines qui viennent. D'accord. Alors, du coup, une petite question complémentaire. Combien de téléchargements de cette application avez-vous eu pour l'instant ? Alors, pour l'instant, donc, on a démarré la dynamique il y a quelques mois, autour du mois de mai, on peut en rien vous cacher. Et donc, aujourd'hui, on fait des stats régulièrement. On en est à peu près à 1000. Voilà. Mais justement, pour ne pas faire mourir cette application, justement, parce qu'on a une crainte là-dessus, nous avons ce module alerte qui va nous permettre, finalement, qui sert aux industriels, parce que cette affaire-là, elle est payée par les industriels. C'est des industriels qui s'abonnent à l'application. Et quelque part, donc, on est en train d'imaginer un modèle économique, on va dire ça comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour effectivement que cette application vive et pour que ça serve aux industriels de manière un peu, on va dire, régulière, de manière un peu positive en ce qui les concerne. Et c'est comme ça qu'ils la voient. Et c'est nous qui avons apporté un certain nombre de savoir-faire, mais c'est eux-mêmes qui ont imaginé un certain nombre de services complémentaires dont ils avaient besoin, parce que pas forcément bien fait chez eux. Et donc nous avons, en quelque sorte, quelques pistes de développement qui vont nous permettre de consolider l'application de manière à la faire connaître, parce qu'on a bien compris que c'était progressif et que ça allait être long. Voilà. Alors, il y avait 2 autres questions au fond de la salle. Oui, alors moi je voulais revenir sur les enjeux territoriaux et économiques en gestion de crise post-accidentelle. Donc je suis de la CLI Orano et Flamanville. Donc à Flamanville, vous savez, il y a 2 réacteurs. À Orano, il y a une usine de retraitement avec une piscine. À Orano, il arrive 100 tonnes de combustible usé par mois des différents réacteurs en France. Ce qui se passe actuellement. La piscine va bientôt être pleine. EDF a prévu d'en faire une juste à côté. Alors moi, je pose la question tout simplement, c'est qu'on met les 2 piscines au même endroit. S'il arrive un accident du côté de La Hague, l'usine est fermée ou bloquée, ce qui veut dire qu'aucun réacteur en France ne pourra être déchargé. Donc, quand on parle des enjeux territoriaux et économiques, dans ce cas-là, c'est toute la France qui est impactée. Alors, je pose la question, je sais que je ne vais pas avoir de réponse, mais ça, au moins, il faut le savoir. C'est que, par moment, on impacte énormément la France par rapport à un accident. Alors, question suivante. Je peux juste monsieur remarque. C'est un bon commentaire qui a été fait et on voit aussi avec la standardisation, etc., que s'il y a un problème, par exemple, avec la piscine existante à La Hague, qu'à certains moments, les piscines vont être pleines dans les autres centrales, ça veut dire, le cas échéant, d'arrêter certains réacteurs parce que les piscines sont pleines. Et on a bien vu aussi des problèmes qui peuvent arriver avec la corrosion sous contrainte, qu'il y a plusieurs réacteurs, il y a une année ou presque 2 ans, que plusieurs réacteurs ont été à l'arrêt à cause d'un problème technique. Il y avait une deuxième question au fond de la salle. Allez-y, monsieur, vous avez le micro. André Jacques, je suis le président du CRILAN et je suis de la CLI Flamanville et Orano. J'ai observé avec intérêt la présentation qui nous a été faite avec le modèle RCCE. C'était une personne de l'OMS. Oui. Et il me semble que là, il y a une démarche très intéressante, puisque c'est une démarche programmatique qui part des finalités et des objectifs par rapport à ce qui est poursuivi en termes de protection de la population. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui devrait être regardé de près par les autorités, en particulier qui ont en charge effectivement de mettre en place des PPI, et en particulier en cas d'accident nucléaire, parce que effectivement derrière il y a une volonté, je vois une volonté en tout cas, des différents acteurs de s'impliquer dans une démarche et de la partager et de la construire. Donc, derrière, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être creusé à l'issue de cette assemblée via nos canaux des CLI. Donc,
Maintenant, j'ai deux questions très précises à l'attention du représentant du gouvernement. Je crois qu'il y en a un ici, ou fortement du ministère. Et donc, je voudrais savoir, parce que nous sommes... Il n'est pas encore ministre, hein. Oui, ça va venir. Je voudrais savoir si les PPI sont intangibles, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont limités à 20 km. Car dans notre région, qui est le Cotentin, nous aimerions pouvoir, et nous l'avons proposé, une extension des PPI à toute la presqu'île. Et sachant que nous avons 3 PPI qui se recoupent en particulier. Celui d'Orano, celui de Flamanville et celui de l'arsenal militaire de Cherbourg, qui est nucléaire lui aussi. Donc là, effectivement, dans l'intérêt de l'information de la population, de la mobilisation, effectivement, des acteurs qui sont scolaires et des maires aussi qui ont les principales responsabilités en cas d'accident, il me semble que là, il y a quelque chose à poursuivre. Maintenant, on nous dit toujours, oui, mais ça dépend pas de nous, ça dépend effectivement des autorités au niveau national. Et enfin, j'ai une dernière question en ce qui concerne la personne qui nous a présenté ce qui s'est passé, notamment après Fukushima et aussi en Biélorussie. Et je voudrais savoir si le modèle Ethos est un modèle qui est prévu d'être transposé effectivement en France en cas d'accident nucléaire. Merci. Alors, avez-vous un micro? Non. Quelqu'un vient vers vous. Puis après, Monsieur Schneider, vous pourrez répondre sur Ethos. Oui, effectivement, la construction d'un plan particulier d'intervention est bien prévue par la loi. C'est le Code de la sécurité intérieure qui dispose... Vous m'entendez pas? Est-ce que vous pouvez pousser un petit peu le micro? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. Vous m'entendez mieux là? Bon. Oui, je disais donc la construction, l'élaboration d'un plan particulier d'intervention autour d'un site nucléaire relève de la loi, c'est le Code de la sécurité intérieure pour les établissements civils. Et donc c'est bien le préfet qui a la charge d'élaborer et d'arrêter le plan qui est travaillé par ses services avec l'ensemble des acteurs locaux. Donc c'est pas les 20 km avec un rayon et un compas strict. Il y a un découpage qui est fait au regard des enjeux économiques et de l'ensemble des populations et de la densité de population qui se trouve sur ce territoire. Donc il y a peut-être à regarder, alors je ne connais pas le cas particulier des 3 PPI que vous évoquez, la mise en cohérence, mais s'il y a du mitage avec des zones blanches, peut-être faut-il regarder à regrouper ces zones. Mais en tout cas, c'est bien un exercice local qui est confié au préfet de département. Alors le micro, est-ce que vous pouvez passer le micro à M. Schneider? Merci beaucoup. Sur le projet. Oui, donc brièvement là, sur la question des travaux Ethos pour le cadre français, c'est des travaux qui ont largement été partagés dans le cadre du CODIRPA et donc toute la problématique qui est développée, toutes les approches qui sont proposées dans le cadre du CODIRPA peuvent justement répondre à ces questions. Je vous renvoie au site de l'ASN sur la partie CODIRPA et vous trouverez, il y a un certain nombre de guides qui ont été préparés avec pas mal de membres de CLI notamment pour discuter de cette démarche. Merci Monsieur Schneider. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une question, oui. Que choisir, on aime bien les tests, Monsieur Spos, et nous avions fait à quelques kilomètres de la centrale de Paluel un test très simple. On a été voir les employés d'un supermarché puis de l'entreprise à côté. On leur demandait tout à fait innocemment, évidemment, si par hasard ils avaient entendu parler des consignes à faire en cas de problème de la centrale d'à côté. La réponse a été très très évasive. Voilà. Mais donc il y a un vrai travail de fond à sensibiliser au moins les entrepreneurs et les syndicats pour que la culture se diffuse. Je voulais aussi réagir sur la présentation de Monsieur Deluz. J'ai trouvé ça assez extraordinaire ce que vous venez de raconter parce que nous, en Seine-Maritime, on a, comme vous le savez, 2 ou 3 grandes zones industrielles majeures où il y a des entreprises Seveso en nombre plus que conséquent. Et depuis 3 ans, nous n'avons plus de S3PI. Il semble qu'il a été enterré. Or, le S3PI, c'est le secrétariat permanent à la prévention des pollutions industrielles. Je ne sais plus si vous l'avez dit au début. C'est l'outil que vous avez présenté est fort intéressant. Moi, j'habite à Rouen. Je ne sais pas Rouen si ça vous rappelle quelque chose, mais si je dis Lubrizol, je pense qu'il y a quelques oreilles qui vont se réveiller. Et nous avons manqué de cet outil.
Nous continuons à en manquer pour la plupart des établissements Céveso, au moins de la métropole de Rouen. Il y a des expériences qui sont faites, mais elles mériteraient d'être partagées. Et ce que je voulais poser comme question aux représentants du gouvernement, nous avons toujours quelqu'un d'extraordinaire pour poser des questions, c'est de savoir si par hasard on peut refaire passer le message au préfet que peut-être les S3 pays, c'est utile. Voilà. Je réponds brièvement à la première question. L'information, on a bien vu avec les sondages que les populations ne sont pas assez informées. On le voit aussi dans les entreprises, il y a le personnel qui change, dans les écoles, il y a le personnel qui change, dans les hôpitaux, etc. Donc les bons gestes, donc il faudrait, pour les savoir, il faut les répéter, il faut faire à plusieurs reprises des formations. Merci pour votre témoignage et merci finalement du plébiscite que vous faites finalement de l'application phare. Alors, il faut savoir que pas plus tard qu'en juin dernier, nous étions à la grande manifestation de la citoyenneté européenne, Journée internationale de la citoyenneté européenne, et nous avons présenté phare, et d'ailleurs nous avons été repérés par l'autorité de sûreté nucléaire à ce moment-là, ainsi que l'IRSN, qui participait à cet événement. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on est aussi ici aujourd'hui. Et donc la métropole de Rouen suit nos travaux, et depuis, il y a des premières bribes de renaissance du S3PI de Rouen. Voilà, j'ai cru comprendre ça dans les instances, on va dire, actuelles. Il y a des bruits qui circulent dans ce sens. Voilà. Un mot du représentant du ministère de l'Intérieur sur l'utilité des S3 pays, c'est ça, j'ai bien compris votre question? Oui, parce que je ne suis pas le représentant du gouvernement, comme chacun d'entre vous l'aurait compris. Je suis qu'un modeste représentant de la Direction générale de la sécurité civile et gestion des crises du ministère de l'Intérieur. Peut-être dire qu'effectivement, S3 pays, c'est une application qui mérite d'être développée, d'être diffusée, mais il existe de nombreuses initiatives du même ordre sur l'ensemble du territoire. On ne peut que encourager et soutenir ces initiatives qui favorisent la prévention, l'acculturation des populations et faire en sorte que lorsqu'un événement majeur surviendra, l'ensemble des personnes seront capables de réagir avec les comportements adaptés à la situation qui se présente à eux. Je dis bien ces points-là parce que ce qui est important d'avoir en tête, on évoquait tout à l'heure le sujet de la mise à l'abri, de l'évacuation des personnes qui iraient chercher leurs enfants à l'école, tout autant de comportements qui ne seraient pas adaptés. Il faut bien avoir en tête que l'enjeu pour les pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que les populations aient les comportements adaptés, parce que tous les comportements qui ne le seraient pas impliqueraient des acteurs de secours venant secourir et mettre en sauvegarde ces populations, et tout autant d'actions qui seraient forcément pour bénéfice des personnes qui, elles, le nécessiteraient dans des situations plus urgentes. Donc on a besoin d'avoir une population qui soit capable d'avoir les comportements adaptés, qui écoutent les consignes et puis qui permettent d'avoir l'optimisation des ressources que présente l'État, les différents acteurs sur le territoire au profit de la protection des populations. Ok, merci beaucoup, merci Monsieur Spotz, merci Monsieur Lécluse. On va accueillir de nouveau Monsieur Lemarchand. On peut vous applaudir effectivement. Merci beaucoup. Pour un retour à chaud, donc vous avez même un petit jingle, vous voyez. Retour à chaud sur cet après-midi. Quelles sont les bonnes pratiques de la culture du risque? Quels sont les enseignements que vous avez finalement tirés de cet après-midi? Bien, écoutez. Prenez le rouge, il vous porte bonheur. Bon, tout ça a été absolument passionnant. J'ai entendu les uns, j'ai entendu les autres. J'ai un peu une position privilégiée de grande oreille et de retour sur 30 ans de travaux de recherche et de carrière sur les risques industriels et les rapports entre, disons, industrie et société. Moi, il y a des choses qui m'ont évidemment fortement parlé et qui m'ont rappelé aussi des travaux sur lesquels j'ai travaillé. Le premier malentendu, je pense qu'il faut lever, c'est celui de la communication sur les risques. Voilà, la communication sur les risques, ça n'existe pas. En termes de finalité, ça existe parce qu'on en fait, mais ça n'apporte aucun résultat. On l'a vu sur la santé, les cancers du poumon, etc. Si les gens arrêtent de fumer, c'est pas parce qu'on a communiqué, c'est parce qu'on a multiplié le prix du paquet par 10, etc. Donc voilà, la communication sur le risque, on l'a entendu à plusieurs reprises.
C'est une démarche volontaire et volontariste et on aimerait bien que ça passe. Pourquoi ça passe pas? Si je prends l'exemple de la mère de famille qui va chercher ses enfants, il faut se mettre, mais c'est ce que fait le sociologue, à la place des gens. C'est-à-dire que la mère de famille ou le père de famille qui va chercher ses enfants, il est soumis, en sociologie on dirait, à un système de contraintes, de conflits de valeurs au fond, de conflits de valeurs. En psychologie, on peut appeler ça une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a deux injonctions paradoxales qui font qu'au final, on va privilégier, dans la plupart des cas, ce qu'on pense devoir faire de bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire un stage de gestion des risques pour tenir la main d'un enfant pour traverser la rue, c'est ça. Voilà, on agit, et ça c'est culturellement ancré. Alors on peut essayer de changer ces choses. Des grands systèmes politiques s'y sont essayés. La Russie soviétique, par exemple, a essayé de transformer les individus et de les soumettre d'une certaine manière. La Chine aujourd'hui, voilà. Donc les réponses, elles existent. On peut aller chercher des réponses dans des systèmes de coercition, mais dans un État démocratique. La communication sur le coronavirus a marché ? Non, elle n'a pas marché. On pourra y revenir. J'ai travaillé abondamment sur cette question. Alors. La première question, c'était cela, et moi je pense qu'il faut lever les hiatus. Par exemple, les PPI sont des périmètres qui sont définis de manière purement technique. Dans la réalité de l'espace vécu, du périmètre, puisque j'ai travaillé sur la Hague pendant assez longtemps, la distanciation par rapport au risque, en fait, elle est inversement proportionnelle à la proximité économique. Est-ce qu'on est dépendant des installations ou pas? La question de l'argent a été posée. Et est-ce qu'on est aussi dépendant, j'allais dire, biographiquement du territoire? Les gens qui lancent des alertes sont souvent ceux qui arrivent, on appelle ça des Orzins en Normandie, donc un rapport inverse entre le risque et la distance, qui fait que plus on est d'une certaine manière éloigné des enjeux, appelons ça du risque, par facilité, et plus la posture critique va se développer. Autre chose que m'a appris, et en particulier la fréquentation des zones contaminées de Tchernobyl. Le moyen d'adaptation le plus commun en situation de zones contaminées est durablement contaminées. Fukushima, Tchernobyl, ce ne sont pas des accidents industriels comme les autres. Ce sont des accidents dans lesquels des millions de gens sont obligés d'une certaine manière d'apprendre à vivre durablement dans des territoires durablement contaminés, sans territoire de rechange. J'entends sans possibilité de déménager, reloger facilement, en tout cas, ces populations. Le meilleur moyen d'adaptation, ça c'est le résultat de 10 ans de travail, c'est le déni. Le déni du risque, c'est-à-dire, le déni, c'est un moyen psychique qui est destiné à faire réduire la pression, ce qu'on appelle le stress, en psychologie, la dépense d'énergie qu'un individu ou un organisme doit dépenser pour s'adapter à une situation nouvelle. Voilà. Et donc tous ces enjeux sont absolument colossaux. Je ne dis pas qu'il ne faille pas essayer, évidemment, d'avancer, mais je dis que la communication qui suppose une relation linéaire entre l'état de l'environnement, une contamination, un virus, quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on essaie de saisir, dont on n'a qu'une connaissance que partielle, parce que la science n'attrape que ce qu'elle peut finalement faire entrer dans son épuisette. Cette connaissance scientifique, à la base, on la traduit en information, 3e niveau, donc une information qui devient un discours, qui devient discursive, qui devient une mise en récit. Cette information, elle est reçue par des publics, par des populations, par des publics qui ont eux-mêmes des systèmes de valeurs, des systèmes de référence, des systèmes culturels qui peuvent être très différents. Et ensuite, 5e niveau, on attend une action qui devrait être rationnelle. Tous ces niveaux fonctionnent de manière totalement indépendante les uns par rapport aux autres. Voilà l'aporie de la gestion des risques ou du risk assessment. Alors ça fait 40 ans qu'on essaie de gérer le risque industriel et ça fait 40 ans qu'on bute sur les mêmes problèmes. Voilà. Donc je le dis, les sciences humaines ont apporté beaucoup à la compréhension de la complexité de cette situation, mais je vois encore qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, on est encore, j'allais dire, au niveau des années 80. Peut-être deux choses. Alors, sur le sondage tout à l'heure, j'ai évidemment, ça fait 30 ans que j'enseigne dans les grandes écoles et à l'université les méthodes qualitatives. Quand on sonde la population, les gens ne répondent que ce qu'ils veulent, d'accord ? On n'a accès à aucune vérité en soi, on a accès à un discours. Voilà, donc il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Je ne dis pas que les sondages sont absolument inutiles, mais il faut prendre avec beaucoup de précautions le rapport qu'il y a entre le dire. Je reprends l'exemple de la simulation.
qu'est-ce que je ferai en situation d'accident, qu'est-ce que je fais éventuellement en situation de simulation, et qu'est-ce que je ferai en situation d'accident avéré, c'est-à-dire de catastrophe réelle. Les trois niveaux sont aussi, à mon sens, à prendre avec beaucoup de précautions et forcément très différents les uns des autres. Maintenant, peut-être je conclus, c'est ça, ou on y est. Pour conclure, je dirais la chose suivante, c'est que il n'y a pas et il n'y aura pas de culture citoyenne du risque. On peut encore une fois s'évertuer encore pendant 20 ans ou 50 ans à essayer de la trouver. Il y a des milieux professionnels dans lesquels elle existe, les professions à risque, les mineurs, les marins-pêcheurs, les militaires. Mon père était parachutiste et je pense qu'il avait une culture opératoire sur le terrain du risque. On ne peut pas transformer une société en population ou encore d'ingénieurs ou encore de parachutistes. C'est impossible. Et encore une fois, quand on a tenté de le faire, ce n'est pas forcément souhaitable. L'esprit de la démocratie, c'est effectivement le respect des opinions, des manières de vivre et un certain nombre de valeurs qui, à mon avis, peuvent aller très vite à l'encontre d'une certaine conception ou d'une certaine vision de la gestion des risques. Je fais référence effectivement à l'épisode un peu difficile ou en tout cas problématique de la gestion de la Covid, où on aurait pu associer les médecins de proximité, le public, etc. On a géré ça de manière parfaitement verticale, à la chinoise. C'est des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Moi, personnellement, et en tant que sociologue, je ne souhaite pas que la gestion des risques prenne cette tournure dans l'ensemble de la société. Alors maintenant, je vais finir sur une note plutôt positive et optimiste. Dans la conférence ou dans la restitution qu'a fait M. Spotz de ce qui s'est joué dans la CLI de Cattenom, il y a quelque chose un mot qui m'a arrêté. Moi, je trouve que l'expérimentation qui s'y est jouée va dans le sens peut-être où il faudrait aller, c'est-à-dire celui de la coproblématisation avec les publics. Coproblématisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas l'ingénieur ou l'État qui définit le problème, c'est le public qui... Alors, ça fait référence à un vieux texte de John Dewey qui date du début du XXe siècle, qui s'intitule « Le public et ses problèmes ». On part, et c'est ce qu'on fait dans les Living Labs, par exemple, on part du public et on fait un exercice de maïeutique, d'accouchement, pour que les gens, finalement, définissent eux-mêmes leurs problèmes. C'est quoi mon problème avec le transport, avec l'énergie, avec la sécurité, etc. Ces dimensions sont nécessairement collectives. Là aussi, je parle en tant que sociologue. La société n'est pas une collection d'individus. Il y a des choses qui traversent le corps social. La rumeur, par exemple, est un outil de régulation sociale. Inutile de lutter contre les rumeurs ou les infodémies. On n'y arrivera pas. C'est pas par là qu'il faut prendre, je pense, la question. En revanche, c'est le mot de dignité. Celui des gens qui ont dit, alors je vais essayer de citer de mémoire, mais de retrouver une vie digne. Voilà, cette question de comment mettons en commun la question de la vie digne comme point de départ pour construire une culture de la vulnérabilité et de construire évidemment dans un appareil multipartite où sont présents des élus, des représentants peut-être de l'État, des opérateurs ou des industriels, l'ASN, etc., mais aussi effectivement des habitants, des riverains, des habitants du territoire et surtout des citoyens. Voilà. Donc je voudrais terminer là-dessus. Je pense qu'il y a un boulevard, une avenue possible, de possibilités en tout cas, de co-construire et en particulier donc de faire émerger des formes de coproblématisation. Et je pense qu'une fois qu'on aura posé la bonne brique au bon endroit au départ, le reste de l'édifice de la démocratie technique, appelons ça comme ça, de la démocratie technique, peut suivre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lamarchand. Merci pour votre conclusion.